Bonjour à tous, bienvenue au podcast de Ma classe en boîte. Cette semaine, on a une invitée spéciale avec nous. C'est notre première invitée qui est à l'extérieur du Québec. Donc, on veut justement faire une série là, avec des gens qui ont des parcours scolaires un petit peu hors du commun. Donc, que ce soit avec des études à l'étranger ou des programmes justement qu'on connaît moins pour vous les faire découvrir. On sait que des fois, avec les enfants, c'est un peu difficile là, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. On l'a vu dans les épisodes précédents avec notre conseillère d'orientation. Donc, des fois, de voir d'autres horizons, d'autres chemins, là, peut-être un petit peu moins conventionnels, ça peut nous donner des idées et nous motiver là, à continuer dans nos études. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, là, soit sur Facebook ou sur YouTube, puis on pourra les transmettre à notre invité. Donc, bonjour Anaïs Rochette qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être ici. Bonjour, merci de me recevoir. Ah ben, ça nous fait toujours plaisir. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas une professionnelle là, de l'éducation. On va parler davantage de son parcours, puis elle va nous expliquer tout ça, là, pourquoi elle a fait ce choix-là, comment ça fonctionne à l'étudier à l'étranger et tout. Donc, peut-être si tu veux juste nous dire un petit peu ton parcours scolaire avant de quitter pour la France, là, pour que les gens puissent se situer un petit peu mieux. Oui, sans problème. Alors, moi, j'ai fait un parcours classique, secondaire, cégep. Donc, le cégep, je l'ai fait au Collège La Flèche. En 2 ans en sciences de la nature. Et durant mes études, je cherchais un peu ce que je voulais faire plus tard comme métier. Il y avait toujours eu la médecine vétérinaire qui m'avait énormément intéressée, mais je sais que le programme est très contingenté. Donc, il fallait vraiment avoir des très, très bonnes notes. Ce qui n'était pas mon cas. J'avais des notes dans la moyenne, mais ce n'était pas suffisant pour le programme. Donc, durant ma première année, j'ai décidé de chercher autre chose et je suis tombée sur le cours d'ostéopathie animale, donc je suis présentement. Et j'ai pris contact avec l'école pour savoir quels étaient les prérequis pour s'inscrire et on m'a dit que c'était l'équivalent du cégep. Donc, je me suis dit, je suis dans ma première année, je vais continuer le programme comme si de rien n'était et on verra bien où ça mène. Donc, j'ai fini et j'ai gradué en 2014, si je ne dis pas de bêtises, au Collège La Flèche. Et je me suis inscrite dans la foulée en biologie médicale à l'UQTR, dans l'optique de monter mes notes pour après aller sur la chiropratique, également à l'UQTR. Et donc, je me suis inscrite à l'université, j'y suis allée une semaine, parce que dans cette semaine-là, je me suis rendu compte que les cours ne m'attirait pas, c'était pas un domaine qui m'intéressait. Et moi, finalement, mon rêve de base était de travailler sur les animaux. Donc, je m'étais dit, je vais faire, à défaut de faire la médecine vétérinaire, je vais basculer sur la chiropratique, parce qu'on peut aller chercher un genre de tremplin en Ontario sur les animaux. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et finalement, puisque je me suis inscrite en biologie médicale et que je sais que j'allais avoir du mal à remonter mes notes, je m'étais dit, il va falloir que je fasse le bac au complet, donc 3 ans, avant d'aller sur la chiro, qui est de 5 ans, avant d'être sur les animaux. Donc, ça me faisait un total de 8 années universitaires sans toucher un seul animal. Ça ne m'a pas trop enchantée. Et c'est sûr que c'est long un petit peu, là, que c'est pas ça qu'on veut faire. Exactement. Donc, je suis retournée fouiller dans les papiers, dans les petits dossiers que j'avais sortis à l'époque au cégep de cette école. J'ai été retournée chercher des informations supplémentaires et j'ai apporté le dossier à mes parents. Je leur ai dit, bon, je ne suis pas heureuse dans mon programme. Voici ce que j'aimerais faire. Est-ce que vous me supportez? Et heureusement pour moi, ils ont dit oui. Donc, puisque j'avais que seulement une semaine d'université de fait, j'ai pu faire un abandon de cours sans mention d'échec. Donc, ça ne me pénalisait pas si jamais mon parcours en France ne fonctionnait pas. Et je me suis mis à travailler à temps plein pour payer ma première année d'études. Et donc, l'année d'après, pour la rentrée scolaire 2017, je suis partie en France, en Normandie, pour étudier en ostéopathie animale. Voilà. Donc, oui, mais c'est ça. Puis moi, je m'en souviens, là, on se connaissait déjà à l'époque là, d'avoir suivi ça, les péripéties. Puis tout le monde était bien excité là, de voir ça. Oh, mon Dieu, en France, tout ça. Est-ce que, dans le fond, ben, là, c'est sûr que c'est par rapport à ton programme, là, est-ce qu'il y avait d'autres pays aussi là, qui étaient sur ta liste ou c'était vraiment en France à cette école-là? Je me suis pas vraiment cassé la tête. J'ai tapé cours avec les animaux,
qui ne nécessite pas de passer sur le humain avant. J'ai tapé n'importe quel mot de référence autour du soin animal sur Google. Et en fait, je suis tombée sur l'école en Normandie. J'ai regardé le programme et ça m'a plu. Donc, je me suis dit, c'est celle-là. J'ai pas vraiment fait beaucoup d'autres recherches. Après, je sais que depuis les années, il y a quelques écoles qui ont ouvert un peu partout en France. Mais c'est vrai qu'en niveau ostéopathie animale, la France, c'est quand même un des piliers pour l'enseignement en ostéopathie animale. Donc, le choix, ça a toujours été cette école-là en France. Et, voilà. Puis aussi, je suppose que le fait que ça soit en français, c'est quand même un élément qui peut peser dans la balance aussi. Là. Des fois, aller étudier en allemand, peut-être que ça n'aurait pas été la même chose, mais là, en français, on maîtrise déjà la langue, c'est sûr que ça peut aider un peu. Oui. Pas avoir la barrière de la langue, c'est sûr que c'était pratique. Et ce qui m'a aussi intéressée encore plus avec l'école, c'est qu'ils offraient en fait un volet international. Okay. Donc, chaque année, ils permettent aux étudiants qui s'enrôlent dans ce programme-là d'aller faire une semaine de cours par an en Angleterre. Donc, justement, on a le côté bilingue, le côté anglophone, d'aller voir en fait comment la pratique ostéopathique se fait là-bas. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Et comme moi, j'ai fait tout mon secondaire en anglais, ça me paraissait être un bel atout là, à avoir en plus. Donc, c'était d'autant plus attrayant pour moi. Mais c'est vrai que côté, c'est en français, c'est inconnu, mais au moins la langue, c'est la même que la mienne. C'était rassurant. Non, c'est ça, c'est sûr. Puis, là, c'est bien beau là, d'avoir pris la décision d'aller faire ça. Côté administratif, côté légal, là, c'est quoi un petit peu les procédures à suivre pour pouvoir avoir le droit d'étudier à l'étranger? Alors, il faut faire une demande de visa d'études. Avant la demande d'admission ou après? Alors, c'est un peu en simultané. Okay. Parce que moi, j'ai la chance, c'est une école privée. Donc, ils organisent les admissions un peu à leur bon vouloir. Donc, ils ont été très, très accommodants pour moi. Donc, dès qu'ils ont su que j'avais un intérêt pour l'école, en fait, on a eu un entretien téléphonique pour qu'ils me fassent comprendre que c'était bien 5 ans d'études, que c'était du travail, qu'il fallait que je sois engagée. Et eux, ils voulaient vérifier également que j'étais consciente de ça. Donc, une fois que ça a été fait, ils m'ont envoyé tous les papiers que j'avais besoin pour la demande de visa. Donc, pour ça, soit tu demandes un visa d'études court ou long séjour. Et ça, en fait, c'est pour avoir le long séjour, tu dois être sur le territoire français pour une période de plus de 186 jours. Ça a peut-être changé depuis, mais à dernière nouvelle, c'était toujours ça. Donc, moi, j'étais d'office sur un visa long séjour. Donc, j'ai fait la demande au consulat français à Montréal. Donc, j'ai été chercher les informations sur Internet, sur quels étaient les papiers qui demandaient. Donc, ça passait du permis, passeport, dernier diplôme en date au sol dans le sol québécois, l'administration, l'admission à l'école française, etc. Donc, j'ai été déposer mon dossier et en dedans de 2 mois, j'ai eu la réponse positive que c'est bon, ils m'accordaient mon visa. Ah, donc, c'est ça, il faut se prendre quand même d'avance. Là. On ne peut pas décider la veille de la session. C'est ça, tu sais, même au Québec, là, pour des études, les gens savent, là, mais par exemple, après le secondaire pour le cégep ou pour l'université, c'est souvent le 1er mars là, pour la session d'automne. Donc, j'imagine que là, c'est encore pire, là, puis de devoir se prendre d'avance pour tous ces papiers-là. Puis, une question là, que Claudia nous demandait, donc Claudia qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui va être de retour là, dans 1 ou 2 épisodes avec vous pour parler d'évaluation de fin d'année. Sa question, elle, était là, justement, une fois avec le visa d'études, est-ce que c'est compliqué là, quand tu veux revenir? Est-ce que c'est à renouveler à chaque année? Est-ce que tu peux voyager même si tu as ça? Là, comment ça se passe avec ce visa-là? Alors, ils m'ont donné un visa étudiant que j'ai dû faire valider ici en préfecture. Donc, c'est un peu... Il y a le consulat et après, il y a les préfectures qui sont dans tous les départements français. Donc, j'ai dû aller le confirmer là-bas pour être sûr que tout était en ordre. Et c'est des visas qui sont renouvelables annuellement. Donc, chaque année, je devais refaire les démarches, leur montrer que j'avais bien réussi les examens. Donc, je devais fournir une attestation de mes résultats et aussi une attestation qui prouve que je suis inscrite pour la prochaine année. Donc, je crois vers juin, juillet, je devais renouveler, faire la demande pour encore l'avoir. Et l'administration française, elle est un peu lente. Donc, c'est un processus qui est un peu fastidieux, mais qui, au final, se fait
se fait bien quand on est à jour et qu'on est assidu. Donc, ça ne m'a pas trop posé de soucis. Mais oui, c'est renouvelable à chaque année. Et lorsqu'on est sur le territoire et qu'on demande 3 années de suite le visa d'étudiant, ils nous le renouvellent pour 2 ans. Ah, et après, ça bascule sur un autre pluriannuel à durée indéterminée. Donc, ça, voilà, comme ça. Et c'était quoi ta sous-question? Tu avais dit, est-ce que c'est simple de toujours revenir, par exemple, si tu veux revenir? Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, peut-être moins, là, mais en temps normal, c'était facile de revenir au Canada sans problème. Oui, oui, sans aucun problème, puisque j'avais mon passeport, puisque j'ai mon passeport canadien, Canadien. c'est celui que je présente lorsque je veux revenir au pays. Et même chose, quand je reviens après en France, j'ai juste à montrer mon passeport et à leur montrer mon visa dans la foulée. Et j'ai jamais eu aucun souci. Et aussi, ça me fait penser, lorsqu'on obtient le titre d'étudiant étranger, en fait, on obtient les mêmes droits qu'un étudiant français. OK. Donc, que ce soit pour conduire, pour les assurances ou quoi que ce soit, on est vraiment considéré comme un citoyen français, entre guillemets, temporaire pour le temps de nos études. Donc, ça offre un avantage et c'est ce qui nous permet aussi de voyager dans tous les pays de l'Union européenne. Okay. Ils appellent l'espace Schengen. Ouais. Donc, on peut voyager librement dans tous ces pays-là. Donc, c'est pratique si on veut faire des petits voyages durant les vacances. Oui, c'est sûr. Mais justement, ça répond, Claudia avait ça comme deuxième question aussi, justement, le côté plus assurance logistique. Là. Question de parents un petit peu plus, là, peut-être inquiet de laisser partir les enfants. Mais c'est ça, donc tant mieux si justement tout est, admissible là, autant qu'il y a un étudiant français. Oui, et ce qui est vraiment incroyable aussi, c'est toutes les ententes et les accords qu'il y a entre la France et le Canada, surtout le Québec. Les échanges étudiants sont tellement fréquents qu'ils ont tout mis en place pour vraiment que ce soit accessible et facile. Ouais. Et ce qui est particulier aussi avec le Canada et le Québec, c'est qu'au niveau de la RAMQ, donc les assurances maladie, si on est hors du pays pour une certaine période de temps, ils nous annulent notre carte. Ouais. Et en fait, avec les accords, quand tu es étudiant, tu peux avoir un petit formulaire à remplir qui dit, bon, je vais étudier de telle date à telle date. Ça dépasse le nombre de jours accordés normalement, mais en fait, ils te font une dérogation et ils te permettent en fait de garder tes assurances maladie au Québec et tu obtiens une couverture sociale et santé en France également. Ils ne te couvrent pas à 100%, mais tu es remboursé et tu as des assurances à hauteur de 75% de tes frais médicaux de tout ce que tu as besoin ici. OK, bien, ça peut quand même être intéressant là, pour quelqu'un qui hésite entre deux pays, justement, de savoir qu'il y a une bonne couverture en France. Finalement, on s'en va là. Je vais me trouver un programme d'études. Allez! Finalement, je vais retourner à l'école. Parfait! Donc, justement, là, parlant un petit peu plus côté études, si tu veux, là, tu nous as dit que c'était ostéopathie animale. Peut-être juste là, nous expliquer un petit peu là, c'est quel ordre d'enseignement. Là, je crois que c'est un doctorat de premier cycle, si je ne me trompe pas. Alors, eux, ou ça s'appelle autrement en France. Là. Alors, eux, ils disent que c'est l'équivalent d'un master. Donc, c'est une maîtrise au Québec. Donc, c'est 5 années d'études. Donc, ouais, c'est une maîtrise. Okay. Fait que dans le fond, eux, c'est comme le bac plus maîtrise, mettons, qui est tout ensemble là, au lieu de nous faire ça séparément. Ouais, je crois que ça ressemble à ça. J'ai pas encore tout compris des années scolaires avant, mais je pense que c'est ça. Puis j'en profite là, justement pour dire aux parents, parce que je reçois souvent la question par rapport au système scolaire français, là, les années au primaire là, qui vont être, par exemple, CM1, CM2, CE1, tout ça, au secondaire, un petit peu mêlant des fois parce que les années sont à l'envers. Donc, souvent, les parents vont dire ben, de ce que j'ai compris, tel niveau en France, c'est l'équivalent de tel niveau au Canada. Est-ce que je peux faire un exercice à mon enfant que j'ai trouvé sur Internet? Bien, la réponse, c'est oui. Là, dans le fond, si vous y allez avec l'équivalence à peu près en âge, c'est juste de vérifier, bien, est-ce que mon enfant l'a vu, cette notion-là? Parce que ce soit en France ou au Québec, des fois, les enseignants vont l'apprendre dans le désordre, des fois, il y a des petites choses qui vont changer. Puis, surtout, bien, c'est de ne pas y aller, par exemple, avec quelque chose en univers social, en histoire, en France. Bien, là, ça va être vraiment différent, là, la matière. Mais, tu sais, côté langue française, mathématiques, sciences, d'habitude, là, ça se suit pas mal. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des différences à vérifier, mais oui, vous pouvez prendre un cahier d'exercice, par exemple, que vous avez là, pu le faire avec les enfants. Mais c'est vrai que c'est mêlant quand même. Le lycée, je pense, qui est à l'envers et tout ça. L'université qui est mêlant. J'ai pas encore tout compris, mais... Non, c'est ça. Hein? Mais c'est ça, comme tu dis, si on veut faire ça, ben eux savent, là, puis ils vont pouvoir nous dire c'est quoi les équivalences
avec tout ça. Puis, côté programme, là, si je me souviens bien, il fallait choisir entre les gros animaux, les petits animaux. Il y avait des Alors, non, sous-spécialités, ouais. non, pas du tout. OK, je suis Alors, vraiment nous, mêlée. c'est pas grave, ça fait longtemps en même temps. Oui, c'est ça. Mais non, alors, pour mon école, on utilise le cheval, c'est l'animal de référence. Donc, OK. on va voir l'entièreté de l'anatomie de cet animal-là et après, on va faire d'anatomie comparée. Donc, on va dire, exemple, telle structure, elle est similaire ou pareille à celle du cheval, excepté tel et tel détail. Il va y avoir un ligament en plus ou un ligament en moins. Donc, c'est plus rapide de cette façon-là de voir l'anatomie de toutes les espèces parce que nous, on couvre le cheval, les bovins, les ruminants, donc vaches, chèvres, moutons, et les petits carnivores, donc chiens et chats. Et on a aussi parfois des petites pratiques sur ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc, lapin, cochon d'Inde, hamster, rat. C'est sûr qu'un rat et un cheval, c'est pas tout à fait pareil. Non, pas tout à fait, non. Alors, il y a quatre espèces de base et celle vraiment prioritaire, c'est vraiment le cheval. Le cheval, OK. Bon, fait pour toi, je pense que c'est un peu ça que tu voulais aussi à la base. Le cheval, donc, vous aviez les cours, comme tu as dit, vous aviez la possibilité d'aller en Angleterre. Puis, à la fin, est-ce que c'est une option où tout le monde faisait vraiment un mémoire à la fin, pour la 5e année, non, c'est obligatoire. Tout le monde doit faire un mémoire de fin d'études sur le sujet de notre choix, qui doit après être validé par la direction. C'est des sujets qui des fois se répètent et l'école essaye un peu d'avoir de la diversité et qu'on innove dans ce qu'on veut faire comme travail final, mais oui, c'est obligatoire. Tout le monde y passe. On s'en sort pas, c'est ça, parce qu'au Québec, dans certains programmes, là, on a des maîtrises avec mémoire, des maîtrises sans mémoire, avec stage, avec essai, là, tout ça. Donc, là, dans votre cas, vraiment, tout le monde fait de la recherche. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé, là, justement, travailler plus en recherche ou au contraire, c'était plus difficile? Parle-nous un petit peu de cette moi, franchement, j'ai adoré. Okay. J'ai vraiment aimé. Alors, pour le coup, je vais dire le nom du sujet. Moi, c'était un mémoire sur les conséquences ostéopathiques d'un périnée faible chez les juments de sport. Donc, j'ai passé toute mon année à faire des recherches, que ce soit au niveau anatomique, physiologique, sur comment est-ce que le périnée fonctionne chez une jument et à savoir, en fait, comment est-ce qu'il peut être faible. Okay. On sait que tout le monde a un périnée, mais peu de gens ont conscience, en fait, qu'il peut être en difficulté. Donc, c'était de mettre ça en lumière et, en fait, d'adapter ce qui se fait en humaine chez l'animal pour trouver, après, des techniques pour retendre cette zone. Donc, ça a été un sujet extrêmement intéressant et j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance. Ma maître de mémoire, c'était quelqu'un qui est très, très passionné. Et, en fait, c'est un sujet qui, elle, l'intéressait depuis très, très longtemps et elle n'avait pas le temps d'exploiter, en fait, cette idée-là, cette recherche et d'investir vraiment du temps là-dessus. Donc, elle a un peu comme passé le flambeau de ses idées vers moi. Donc, ça a été vraiment un travail en collaboration tout au long de l'année. J'ai vraiment adoré, j'ai appris plein de trucs. Les gens qui m'ont accueilli pour faire les tests et faire l'étude, suivre les juments tout au long de l'année, ils ont été hyper accueillants et franchement, j'aurais pas pu demander mieux. J'ai toujours des échos des années précédentes où les gens ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés à arriver à temps, à la date d'échéance, à faire tout leur travail, à avoir des cas et tout. Et des gens en pleurent parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et moi, aucun problème. J'ai adoré. J'ai commencé l'écriture en septembre. Je l'ai fini la semaine dernière. Ça a été franchement un pur bonheur. Moi, j'ai adoré. Adoré. Ah, ben tant mieux, parce que c'est ça, souvent, les gens, c'est un ou l'autre. Soit vont vraiment aimer la recherche, soit être comme, oh non, je suis plus capable d'écrire mon mémoire ou ma thèse. Ah, ben tant mieux dans ce cas-là. Mais oui, l'avantage... Justement... Non, pardon, vas-y. Non, vas-y. L'avantage, c'est que c'est vraiment un sujet que toi, tu choisis. Donc, si de base, c'est un sujet qui ne t'intéresse pas trop, c'est sûr que l'envie d'y travailler et d'y mettre du tien va être un peu moins présent. Mais dès que c'est un sujet qui te passionne et qui te plaît, je me dis que
théoriquement, l'écriture et le travail se fait tout seul. Donc, oui, non, c'est ça. Puis, ce que je voulais faire un lien avec, avant Noël, on a reçu une kinésiologue, là, justement, spécialisée en réadaptation périnéale, mais chez les mamans là, qui venaient d'accoucher et non chez les chevaux. Donc, si jamais là, ça est un sujet qui vous intéresse, les mamans, l'épisode est disponible là, sur toutes nos plateformes, donc sur YouTube et sur Facebook. Mais c'est ça, c'est le fun parce que justement, quand j'ai lu ton mémoire, ben là, j'ai pensé à ça, puis je me disais, c'est plein de choses qui sont vraiment en parallèle, là, justement, comme tu dis. Mais c'est le fun que tu aies pu directement passer aux animaux et non le faire avant sur les humains, là, si c'est pas ça qui t'intéresse. Là. Sinon, côté, de façon générale, là, pour peut-être donner une petite idée aux gens, parce que je sais que l'ostéopathie, même humaine, là, c'est peut-être encore un petit peu obscur pour certains. En quoi, là, qu'est-ce que tu peux faire de façon générale là, avec des animaux? Quel type de problème vous pouvez régler ou améliorer? Alors, si on donne une petite définition aussi de l'ostéopathie, c'est un traitement en fait manuel qui vise à redonner du confort et à aider tout ce qui est trouble locomoteur et fonctionnel dans l'animal. Donc, nous, on va agir sur des boiteries, sur des difficultés. Bon, là, ça va être des termes un peu techniques, plus sur le cheval, évidemment, mais des problèmes d'engagement ou au-dessus d'un saut, un animal qui saute un peu de travers, que l'atterrissage se fait moins bien. Donc, tu peux avoir vraiment les problématiques sur lesquelles on peut intervenir sont vraiment multiples. Ça peut aller d'un trouble de l'alimentation, l'animal qui du jour au lendemain s'abreuve moins bien, mange moins bien, ou qu'on voit, il mâche un peu de travers. L'ostéopathe peut être utile là-dessus. Lors d'efforts aussi, beaucoup de chiens en agility ou dans des gros concours où ils doivent bien performer. Un suivi ostéopathique, ça nous permet de garder un corps qui est frais, qui est disponible et qui n'a pas de restriction de mobilité nulle part. Donc, c'est pour les athlètes, mais aussi pour n'importe quel animal. Le petit chien de canapé, de divan, qui sort juste pour des petites balades quotidiennes, il peut bénéficier d'ostéopathie aussi bien qu'un autre. Donc, c'est vraiment une médecine qui est vraiment très, très, très globale et qui est absolument fantastique. Moi, j'adore. Ben oui, mais tu as vraiment l'air passionné aussi, là, c'est vraiment bien. Puis c'est de le voir aussi avec du recul, de dire une chance que j'ai pas fait d'autres choses que j'aimais pas, puis d'avoir continué là-dedans. Au Québec, d'avoir pris le courage là, d'aller faire ça justement en France, qui est une belle expérience aussi là, de le vivre là-bas. Donc là, on est dans un Y, là, on a deux directions qu'on pourrait prendre. Je vais essayer de m'en souvenir. D'habitude, je ne suis pas si pire, mais je vais essayer de me rappeler de l'autre. Donc, la première qui est justement le côté plus logistique par rapport aux études là-bas. Là. Donc, tu sais, te loger, tout ça, là, la conduite, ça t'en as parlé que c'est possible. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'était de l'adaptation ou au final, là, un peu le même principe que si tu étais parti étudier juste dans une autre ville au Québec? Bonne question. Ben, après, c'est sûr que je suis partie et je connaissais personne. Oui, c'est vrai. Okay. Donc, au Québec, on sait, les déménagements, ils se font tous au 1er juillet. Et tu ne te poses pas de questions, tous les appartements sont disponibles à peu près en même temps. Ici, c'était un peu inconnu, je ne savais pas trop comment ça se passe. Et il n'y a pas cette date butoir du 1er juillet, tout le monde déménage. C'est quand tu signes ton contrat de location, ben, c'est là que tu arrives dans le logement. Moi, j'ai eu la chance, pour ma première année, j'ai été accueillie chez un couple de personnes âgées qui ont accepté de me recevoir chez eux pour l'année. Et donc, le logement a été réglé de cette façon-là pour la première année et par la suite, je me suis trouvée moi-même un appartement. J'ai des amis sur place qui m'ont aidé à savoir quoi chercher, quels critères dans une description de location veut dire quoi, etc. Les petites subtilités. Donc, une fois sur place avec des contacts, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que quand tu quittes directement, là, c'est sûr d'aller vers des résidences ou des lieux où c'est déjà tout expliqué, c'est bon, tu as ta petite chambre. Si au moins tu y restes les 2 premiers mois, au moins tu sais que tu vas là quand tu arrives et après tu peux t'adapter. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'accueillent pour la première année. Après, tout s'est bien fait. Sinon, pour la voiture, moi, j'ai ma première année, puisque je ne savais pas si j'allais aimer le cours, je n'ai pas pris de chance, pas de voiture. Okay. La deuxième année, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on commence à regarder. Donc, je m'en suis trouvé une. Et finalement, aucun problème à l'achat, pas de difficulté particulière, c'est à peu près comme ici. Par contre, pour les assurances, puisque l'âge
d'obtention de permis n'est pas la même entre ici et le Québec. Ça peut changer à certains niveaux. Donc, ils prennent en compte ton expérience, donc ton nombre d'années de conduite, pour te donner un genre de malus ou bonus sur le prix que tu dois payer pour ton assurance. Donc, si tu viens tout juste d'avoir ton permis de conduire, ton assurance va te coûter beaucoup plus cher que si tu as déjà 3-4 ans d'expérience. Donc, moi, ils m'ont laissé mes années de conduite que j'avais au Québec, ils me les ont appliquées. Donc, ça ne m'a pas coûté trop cher. Heureusement. C'est ça, puis comme tu dis, c'est d'avoir des contacts aussi, là, ça peut aider là, une fois sur place. Puis je suppose aussi que les écoles, justement, les résidences, tout ça, c'est vrai que ça peut être une bonne option là, au lieu de chercher tout seul, pas trop savoir qu'est-ce qu'on fait. Là, surtout si on n'est jamais allé dans le nouveau pays, là, que ce soit en France ou ailleurs, d'arriver là, peut-être comment, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Non, puis louer à distance sans voir l'appartement ou le logement, c'est un peu risqué. Donc, c'est vrai qu'aller direct dans une résidence, c'est peut-être un peu plus réconfortant. À tout le moins, c'est la première option que tu as et après, tu peux toujours bouger si ça ne te plaît pas ou tu trouves mieux ailleurs. Mais... Oui, non, c'est ça, c'est sûr. Puis c'est un peu le même principe quand on déménage pour des études, même si on reste au Québec. Là, des fois, si on s'en va très loin, là, quelqu'un qui part d'une région pour aller à Montréal, ça se peut que ça soit quand même un choc et que ça soit différent au même titre. Donc, je reviens à mon autre question de tantôt. On veut savoir qu'est-ce que tu veux faire maintenant là, avec ça. Donc, tu termines tes études. D'après moi, tu vas avoir terminé quand l'épisode va sortir, là, dépendamment de notre vitesse de diffusion. Mais félicitations d'abord. Merci. Un bon 5 ans. Qu'est-ce que tu vas faire après Alors, je compte demander la double nationalité. Française pour pouvoir travailler ici. Et en fait, garder mes droits au Québec et avoir des droits plus sûrs en France. C'est sûr, je pourrais partir sur un visa de travail, mais c'est à renouveler à chaque année, oui. À chaque année ou je me suis pas encore plongée là-dessus, mais chose est certaine qu'en tant qu'ostéopathe animalier, c'est un travail, ici, c'est un travail autonome. Donc, j'ai pas d'employeur. OK. Donc, c'est pas comme une clinique avec plusieurs, là, c'est vraiment... Je pourrais en intégrer, mais en ostéopathie animale, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, vu que je suis à mon compte, c'est un petit peu difficile de sortir, en fait, les papiers légaux qu'ils pourraient demander si je voudrais un visa de travail. Donc, c'est pas vraiment l'option qui me plaît le plus. Donc, je vais demander, c'est ça, une double nationalité. Je croise les doigts qui disent oui. Est-ce que c'est un processus, probablement que c'est assez complexe? Là, oui, il se laisse 18 mois pour donner une réponse positive ou négative. Donc, j'imagine que ça doit varier aussi selon le nombre de demandes qu'ils ont dans la période de temps où moi, je vais le déposer. Donc, j'espère que ça se fasse quand même assez rapidement. Mais donc là, je m'apprête en juillet, je vais faire la demande de double nationalité en plus d'une demande de changement de statut. Donc, je vais passer d'un visa étudiant à visa travailleur en quête de travail, entre guillemets. Et au final, ça me donne 1 an de sursis pour monter mon entreprise. OK. Donc, j'espère que dans cette année-là, au moins, je vais pouvoir avoir une réponse pour la double nationalité et pouvoir rester entre-temps. Donc, niveau administratif, ça va être pas mal ça. Sinon, j'ai commencé des études où c'est illégal au Québec de revenir pratiquer. L'ostéopathie animale, c'est pas un métier qui est reconnu au Québec. Oui, c'est ça que je pensais, C'est pas reconnu, mais c'est pas non plus illégal. C'est flou. C'est sur une zone floue et les médecins vétérinaires, ils veulent vraiment avoir le dessus, entre guillemets, de la pratique. Donc, que ce soit exclusif ostéopathie pratiquée par un vétérinaire, donc ce qui se comprend très bien. Donc, ça limite un peu les opportunités pour moi de revenir. Donc, je m'étais dit de faire au moins 2-3 années encore en France pour avoir un peu plus d'expérience. Et mine de rien, ici, je me suis fait un réseau de contacts, des amis qui sont dans le même milieu, des praticiens qui sont actuellement sur le terrain, avec qui je m'entends très bien et que les échanges sont faciles. Donc, je me dis, pour débuter ma petite carrière et de prendre un peu plus de confiance, je me dis que rester 2-3 ans, ça va me permettre d'avoir des bases un peu solides et des références à proximité. Puis certes, il y a Internet, mais c'est beaucoup plus facile de dire à un ami « Hey, aujourd'hui, on se prend une journée, j'ai besoin de revoir
telle chose, viens, on va ensemble. Si on est sur 2 continents différents, Non, c'est pas trop pratique. Puis, Et aussi, les techniques en France en ostéopathie animale sont un peu plus avancées qu'au Québec. Donc, si je venais pratiquer à la maison, je serais un peu toute seule à pratiquer d'une certaine façon. Donc, tu as moins de repères, tu as moins de retours aussi et moins d'échanges avec les praticiens. Donc, Puis, voilà. est-ce que c'est une option, là, peut-être, de dire, ben ça pourrait être aux États-Unis, qui est quand même plus proche, là, dépendamment, ou du Québec ou en Ontario, ou tu te dis, tant qu'à pas être à la maison de toute façon, aussi bien rester en France? Alors, la question est revenue beaucoup, c'est drôle, récemment. Les États-Unis, c'est pas un endroit qui m'intéresse. Et donc, moi, je ne vais pas exploiter cette région. Après, ce qui est drôle, c'est que autant l'ostéopathie animale, elle est illégale au Québec, mais le reste du Canada, ils accueillent à bras ouverts la pratique. Donc, si je voulais vraiment revenir au pays, ce serait plutôt en Ontario ou dans les autres provinces, mais ça serait un peu recommencer à zéro. Moi, je connais personne en Ontario, j'ai pas de contact, j'ai personne là-bas. Et ça reste loin de ma famille. Donc, je me dis, loin pour être loin, je suis mieux de rester ici. J'ai déjà des contacts, je me sens chez moi, je me sens bien. Donc, j'ai bâti quelque chose quand même depuis les 5 dernières années. Donc, aussi bien rester ici que de recommencer tout à zéro ailleurs. Après, j'écarte pas la possibilité d'aller dans un autre pays si l'opportunité se présente. Je sais qu'en début d'année, j'aimais bien l'idée d'aller en Irlande et de travailler avec les élevages. C'est un monde qui m'intéresse de plus en plus. Mais bon, c'est pas mon idée non plus actuelle. C'est pas dans mes projets immédiats, mais j'écarte pas la possibilité. Ah, mais intéressant quand même, c'est plein de belles options, tout ça. On dirait qu'il n'y a rien qui a l'air plate là-dedans. Est-ce que c'est, probablement que tu peux faire plusieurs choses, là. Est-ce que, par exemple, tu te déplaces dans différentes écuries partout en France ou tu suis vraiment une écurie en particulier puis tu traites plus ça là? Comment ça fonctionne au niveau clientèle? Alors, de base, le praticien se déplace à domicile ou dans les écuries pour faire les consultations. Il peut faire aussi des consultations en cabinet s'il en a un ou s'il est affilié avec un vétérinaire, il peut faire les visites chez le véto. Sinon, il peut également suivre une écurie ou une équipe de compétition dans leur performance et dans leurs événements sportifs. Et il peut être engagé par une structure quelconque de soins aussi. C'est assez versatile tout ce qu'on peut faire. Ça dépend vraiment de ce que nous, on recherche et ce qu'on veut faire comme ostéopathie. Si on veut suivre plutôt des animaux en post-chirurgie, on va plus se rapprocher, par exemple, des cabinets vétérinaires. Si on veut travailler avec des animaux exotiques, on va peut-être plus aller sur les refuges, les zoos, etc. Donc, c'est vraiment à la discrétion, on va dire, du praticien et de ce qu'il veut faire. Mais généralement, c'est nous qui se déplaçons dans les écuries et au domicile de nos patients. C'est sûr qu'avec les gros animaux, c'est peut-être plus simple que toi, tu prennes ta voiture que d'envoyer. Oui, c'est sûr. Et après, on n'a pas le choix aussi d'avoir une zone délimitée d'action. Exemple, je vais pas faire 5 heures de route pour seulement un animal. Donc, les déplacements vont aussi prendre en compte le nombre d'animaux qu'on va voir sur place pour être au final rentable. Parce que le temps qu'on passe dans la voiture, c'est pas un temps qu'on est payé, donc il faut que ça vaille la peine de se déplacer également. Donc oui, on peut travailler dans toute la France. Exemple, j'aurais un appartement ou quelqu'un qui m'accueille dans le sud, je pourrais dire, je fais une tournée dans le sud, réservez vos places et je passe 1 ou 2 semaines là et après je remonte en Normandie. Donc vraiment, tout est possible tant qu'on se donne les moyens de le faire. Donc il n'y a vraiment pas de limite. Bien, c'est bon que tu dises ça parce que c'est un peu pour ça là, que je voulais t'inviter justement pour qu'on montre, là, des fois, on reçoit des questions de parents d'ados qui disent ça, c'est vraiment pas quoi faire, on n'a pas d'idée, on dirait que rien l'intéresse. C'est d'ouvrir nos horizons aussi puis de se dire, il n'y a pas seulement qu'est-ce qu'on a au Québec, des fois, c'est complètement d'autres choses. Puis là, dans ton cas, c'est sûr que c'est peut-être moins propice à revenir ici, mais il y a beaucoup d'autres métiers que c'est possible là, de revenir le faire ici. Ou des fois, sans être aussi loin là, qu'en France, on a justement quelqu'un qui va venir nous parler de l'Ontario, des fois, c'est un petit peu moins extrême comme changement, mais ça permet de vraiment découvrir autre chose. Puis, justement, comme tu dis, si j'aime ça, tant mieux. Si j'aime pas ça, tant pis, on revient, on fait d'autres choses. Là. Notre conseillère d'orientation nous l'a dit il y a quelques semaines. L'école, c'est jamais perdu, donc on peut toujours
changer d'idée par la suite. Puis même quelqu'un qui reste dans sa ville peut aussi décider de changer d'idée. Là, donc, Ben, totalement, oui. Ouais. Côté, justement, le côté frais d'études, là, je sais qu'au Québec, les étudiants étrangers payent beaucoup plus cher que les étudiants québécois. Est-ce que c'est aussi ça en France? Ça dépend de l'institut où tu t'inscris. Moi, c'est une école privée, donc il n'y a aucun remboursement ou quoi que ce soit par le gouvernement. Parce que je sais que les écoles publiques, les prix sont justement un peu moins élevés parce que le gouvernement en prend une partie, mais école privée, c'est complètement à la charge de l'étudiant. Donc, moi, j'ai décidé de faire des études qui sont pas très, comment dire, qui sont assez dispendieuses. Ouais. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagnée, qui m'ont poussée à aller là-bas. Donc, c'est vrai que c'est pas une école qui est donnée, mais au final, j'adore. C'est vraiment ma passion. C'est vraiment un truc que j'adore faire. Et moi, j'ai grandi dans une famille où on m'a toujours dit, ne te limite pas au Québec. Donc, n'hésite pas à aller ailleurs. Et tes études, c'est ton héritage. Oui. Donc, d'emblée, j'avais des parents qui étaient vraiment enclins à me laisser partir et à faire tout ce qu'il fallait pour aller chercher le métier qui allait me plaire et que le métier de mes rêves, entre guillemets. Donc, c'est vrai que je ne pourrais pas dire pour les autres programmes, mais en ostéopathie animale, ouais, c'est vrai que c'est un peu cher. Oui, mais c'est ça, comme tu dis, tu es heureuse dans ce que tu fais, puis c'est bien. Puis, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. C'est ça, sinon, là, pour des gens, peut-être que c'est plus difficile financièrement ou que, puis c'est bien correct de mettre l'argent ailleurs aussi. Là, informez-vous, des fois, il existe des bourses pour étudiants étrangers, des fois, il y a certaines façons, là, des programmes en alternance, travail-études, des choses comme ça. Là. Donc, en s'informant, en consultant les bonnes personnes, souvent, eux vont avoir les informations, là, puis les écoles veulent avoir des étudiants étrangers aussi. Là. Donc, des fois, juste poser les bonnes questions aux bonnes personnes, puis il y a moyen de s'en sortir quand même pas super. Là, je ne sais pas, toi, tu avais travaillé ou non pendant tes études là-bas? Oui, j'ai commencé à travailler dans une écurie d'élevage, justement, dans l'été de ma 3e année, il me semble. Je m'étais dit que c'était une bonne idée de rester au moins l'été, de travailler quelque part pour rencontrer d'autres personnes que ceux de mon école et commencer à avoir un peu de contact dans le milieu. Donc, j'ai travaillé dans une écurie, c'est ça. Et là, j'ai travaillé 2 étés et je regarde pour peut-être y retourner cet été également. OK. Puis, sinon, comme je pense que tu avais fait au début, si ma mémoire est bonne, 5 ans, c'est long de, à la limite, revenir quand tu n'as pas de cours l'été, travailler, au Québec, qui peut être une option quand même. Là. Des fois, c'est sûr que ça peut être plus difficile de trouver un emploi ailleurs ou moins tentant, mais c'est quand même une option pas pire. Là. Mais oui, moi, je revenais pour Noël et je revenais pour les vacances d'été, exactement. Je travaillais les 3 mois pour justement faire mon argent de poche pour après en France. Et autant mes parents m'ont beaucoup, beaucoup aidé sur tout ce qui est frais scolaires et logement, mais tout ce qui est sortie et autres, c'est tout moi qui prends en charge et c'est quelque chose auquel ça me tenait vraiment à cœur, en fait, d'être capable de payer moi-même ça, parce que c'était déjà énorme ce qui me permettent d'avoir en étant ici. Mais oui, je revenais les étés. Et il y a un été, c'était assez intense, parce que j'avais deux boulots en même temps. Mais alors, c'était cool, je revoyais les amis, donc ça valait la peine aussi. C'est ça. Puis c'est ça, c'est de le voir. Ça me permet de faire mes études que je rêve, là, dont je rêve en France après. Très intéressant pour vrai comme parcours, puis j'espère que ça va avoir fait découvrir aux gens là, justement qu'on a d'autres options. Si vous avez des suggestions là, de certains pays ou certains programmes là, que vous aimeriez qu'on aborde, écrivez-les dans les commentaires. Là. On a des étudiants qui ont étudié à l'université aux États-Unis qui vont venir, qui ont fait l'école secondaire aux États-Unis, puis en Ontario là, pour l'instant, qui sont prévus, pas nécessairement dans les prochaines semaines parce qu'on veut vous parler dès la fin de l'année. Là, on va parler entre autres avec Claudia de l'évaluation pour l'école à la maison, de comment réviser l'été. Puis, on va avoir d'autres professionnels qui vont venir. Mais d'ici l'été, on devrait avoir vu. Là, donc, vous pouvez écrire en commentaire. Puis, si vous avez d'autres questions aussi pour Anaïs, n'hésitez pas à les écrire. Puis, on pourra lui transmettre. Est-ce que tu avais autre chose à nous dire avant de conclure? D'autres conseils? Tu me prends au dépourvu, là! Oui, c'est ça. Je pense qu'on a quand même couvert le sujet assez bien. Oui, je crois qu'on a pas mal tout abordé. Non, je crois que ce serait
de ne pas hésiter, de foncer quand on cherche ou on veut quelque chose, d'oser demander, d'oser se lancer et de faire. Et c'est une phrase que ma mère me disait souvent, le pire qui va arriver, c'est qu'on dise non. Oui, c'est vrai. Donc, essaie, tente, lance-toi et que du bon peut arriver. Ben oui. Puis j'en profite aussi pour dire, là, c'est sûr que là, toi, tu as fait quand même l'extrême de partir 5 ans, mais faire des sessions à l'étranger aussi, ça peut être une bonne option là, pour des gens au cégep à l'université qui veulent tenter ça, d'aller voir ailleurs sans nécessairement s'engager là, dans un programme complet. Donc, il y a ça comme option. Puis, on a beaucoup, nous, de parents qui font l'école à la maison puis qui partent voyager là, une partie de l'année. Donc, des fois, pour les enfants, après, ben, ça peut être le fun de voir que ben, c'est possible, justement, de continuer ça, là, de faire soit des sessions, soit des programmes complets à l'étranger, quand on le veut, que ce soit parce que le programme se donne juste là-bas ou justement pour partir découvrir autre chose. Là. Il y en a aussi que c'est ça. Donc, ben, merci de nous avoir inspirés. Là. Je suis certaine que tout le monde va avoir aimé ton passage ici. Donc, je te souhaite ben, une bonne fin de très courte fin d'études. Il en reste pas beaucoup. Puis, tu reviens nous jaser quand tu veux. Parfait. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment cool. J'ai bien aimé. Ben oui, ben merci à toi. Donc, pour les auditeurs, on se revoit là, la semaine prochaine dans un autre épisode.